Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse de la saison 6 et d'hypothèses sur la saison 7, parce que la dernière vidéo que j'avais fait là-dessus, pour la saison 5 en l'occurrence, était plutôt pas mal, surtout en fait au niveau des prédictions que j'avais faites, qui sont pas toutes réalisées certes, mais j'ai l'impression d'avoir été sur la bonne voie pour la plupart d'entre elles, du coup j'avais envie de retenter l'expérience. En plus, c'est une vidéo qui avait pas trop mal marché, il y avait eu pas mal de vues, donc voilà, pourquoi pas retenter le coup. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors pour commencer, on va commencer par un des personnages qui était peut-être le plus attendu de cette saison. Je veux dire Arya Stark, qui était parti donc chez les Sans-Visages dans la saison 5, et qui après avoir refusé un peu d'être personne, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vais pas tout réexpliquer, normalement vous avez suivi quand même, était devenu aveugle. Alors l'utilisation de la cécité pour Arya, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire dans cette saison, c'était très bien réussi parce que ça a vraiment apporté quelque chose pour la suite. Alors certes, ça a déjà donné à la base son entraînement avec son nom m'échappe là, l'autre sans visage, l'autre protégé de Jaqen H'ghar. Donc à ce niveau-là déjà c'était intéressant puisque ça lui permettait de s'entraîner, de développer ses facultés. À côté de ça, il finit par lui rendre la vue. Bon, c'était un peu prévisible on va dire. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est quand il lui a dit qu'il croyait aux secondes chances, mais pas aux troisième chances. Ça me rappelle un peu le Prince de Dorne dans la saison 5, quand il dit ça à qui il dit ça? À Ellaria, justement, Ellaria Sand. Vous savez, la copine d'Oberyn, là, qui voulait tuer tout le monde, Fenrir notamment, qui voulait se venger des Lannister, etc. Bref, ça m'a rappelé un peu Doran Martell. Ce qui m'a fait rire parce que notamment tout le monde faisait les théories comme quoi Jaqen H'ghar était Syrio Forel, etc. Bon, voilà, avec des théories on peut partir très loin, notamment pour cette formulation. Donc c'est ça qui m'avait fait un peu sourire. Bon, sinon Arya, en quoi c'est excellent de l'avoir fait travailler comme ça, c'est que notamment c'est ça qui lui permet de vaincre en fait sa rivale et de la terrasser, parce que si elle avait jamais été dans le cas de la cécité, elle ne l'aurait jamais vaincu. On peut partir de ce principe, étant donné qu'elle avait une sacrée avance au niveau combat. Et donc du coup, je trouve que c'est très bien amené parce qu'en plus, on s'attend pas forcément à le voir arriver comme ça. On peut peut-être se dire que finalement, elle va devenir une sans visage et tout, ce que je trouvais dommage d'ailleurs parce que bon, je ne voyais pas trop une vie de moine dévouée à un dieu. Je la voyais plutôt un assassin travaillant pour elle-même en fait, pour se venger notamment, poussé par la vengeance, voilà. Et donc au final, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'étais très content de ça, de ce revirement de situation, surtout que j'en avais parlé, il me semble, du symbole d'aiguille qui n'avait pas été jeté à la mer, mais qui avait été conservé dans un coin. Ben justement, ce symbole, c'est fort quand même qu'elle récupère aiguille et puis qu'elle dise ben fuck it, je me casse, je vais faire ma vengeance. Et puis la tête de l'acteur qui joue Jaqen H'ghar à ce moment-là, quand elle lui dit ça, est vraiment très réussie. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une scène très forte, je trouve. Et justement, l'arc narratif de Bravos qui tournait autour d'Arya, je l'ai trouvé très réussi cette saison. Probablement plus que la saison dernière où au final ça tournait un petit peu en rond. Et là, vraiment, on a une rivalité qui s'est encore plus développée, qui s'est vraiment bien mise en place. Une haine qui s'est créée entre les deux au final. Hein. Et au final, Arya triomphe, mais sans que ce soit totalement bullshit dans un combat un contre un où elle est totalement cheatée et elle tue l'autre facilement. Non, là c'est vraiment la manière dont elle la vainc est vraiment personnelle et très bien trouvée, je trouve. Donc c'est vraiment un arc narratif que j'ai trouvé très intéressant. Bon, au niveau des prédictions, je pense que ça va être assez simple, une petite vengeance par-ci par-là, et puis après un départ vers l'ouest, ouais vers l'ouest, c'est ce qu'elle avait dit à Lady Crane, l'actrice qu'elle a sauvée. Donc je la vois bien effectuer sa vengeance et juste derrière partir en expédition, découvrir le monde. Ça correspond à peu près au personnage qui a pas envie de rester stable, qui est pas très sédentaire, qui est vraiment personnage qui a besoin de mouvement, de bouger, d'action aussi. C'est comme elle l'a toujours dit, elle ne sera jamais une grande lady, mais elle pourra jamais non plus être un chevalier étant donné qu'elle est une femme. Cat Brienne est quand même un petit peu à part. Du coup, ouais, exploratrice, c'est quelque chose que je la vois très bien faire. D'ailleurs, c'est vrai qu'au final, elle a un peu une mentalité de pirate, si on y réfléchit bien, la liberté, le combat, les joies de la vie. Voilà. Donc, je la vois bien, au final, partir en exploration, comme elle l'a dit. Je vois pas trop ce qui pourrait l'arrêter. Peut-être d'essayer de tuer la montagne, mais bon, ce serait un peu bizarre qu'Arya se fasse tuer par la montagne. Ou peut-être qu'elle va retrouver le limier. Mais le limier, je pense pas qu'il éprouve vraiment beaucoup de haine pour elle, parce qu'au final, il l'aime bien, quoi.
Donc je pense que vraiment ce qui pourrait l'arrêter, c'est éventuellement la montagne, mais ce serait un peu bizarre par rapport au reste de la série que Arya se fasse tuer par la montagne en fait. Ça collerait pas trop à la série. Cersei elle est pas très forte en combat. Je réfléchis en fait à qui est encore sur sa liste, mais voilà, je vois pas d'autres personnes à part la montagne ou le limier éventuellement, mais je les vois pas tuer Arya. Donc voilà, c'était vraiment un arc très intéressant et je pense qu'il va se poursuivre, mais en étant toujours en arrière-plan maintenant, étant donné que l'essentiel a été fait dans cette saison. Allez, on passe à la suite. Donc Daenerys maintenant, qui est aussi un des arcs principaux de cette saison, hein, totalement, je dirais que c'est l'arc le plus important et narratif. Quoiqu'à Port-Réal, il se passe pas mal de choses, mais c'est surtout sur la fin, donc je pense que Daenerys c'est vraiment le centre de cette saison. Alors bon, il y a eu une énorme évolution déjà, elle a réussi à, se, à prendre le soutien des Dothraki en fait. En soi, c'est pas si étonnant parce que même si j'aurais presque aimé qu'elle meure parce que ça aurait fait une scène mais magnifique, au final, s'il y a un personnage qui doit survivre, je pense que c'est vraiment elle qui est vraiment à la fois aimée des fans, qui en même temps apporte quelque chose à l'histoire. Elle est presque indispensable au scénario maintenant et qui en plus semble se rapprocher vers le grand final des Game of Thrones que j'expliquerai à la fin, ce qui me semble être le grand final. En fait, les pièces commencent à se mettre en place et je pense que je vois à peu près où les scénaristes et l'auteur George R. R. Martin veulent en venir. Il y a quelque chose qui semble se profiler. Ça, cette fin possible qui semble assez proche a des défauts et des qualités. Mais je parlerai de tout ça à la fin. Enfin bref, Daenerys me semble le personnage qui a le moins de chances de mourir et du coup il était assez logique qu'elle réussisse à sortir des Dothraki. Elle a même réussi à les pousser à la suivre. Il la considère un peu comme une déesse. J'avais mentionné ça dans un commentaire, il me semble, qu'elle pouvait éventuellement s'imposer, étant donné qu'il y avait déjà un certain respect envers le Doge Khalim, l'assemblée des anciennes femmes de Khal, des anciennes Khaleesi, voilà. Donc c'est pas si étonnant que ça. Ça donne des scènes assez sympathiques, notamment quand elle fait son discours avec le dragon en toile de fond, là c'est assez badass. Sinon après au final il n'y a pas une grande portée là-dessus à part permettre le final de la saison, justement le moment où elle prend tous ses bateaux et elle s'en va. Mais à part ça, il n'y a pas eu vraiment de gros retours scénaristiques là-dessus. Elle est revenue à Mérine, elle a repris le pouvoir, c'était assez symbolique encore une fois. Elle s'est occupée des esclavagistes. Bon, rien vraiment de vraiment particulier. À analyser, il n'y a pas grand-chose au final. Ça fait beaucoup de temps à l'écran, mais en fond, il n'y a pas tant que ça à analyser. Bon, elle a tué 2 esclavagistes sur 3 pour montrer qu'à la fois elle est miséricordieuse et qu'elle aime pas les traîtres un peu à la manière dont elle l'a fait. Elle en a gardé un pour faire porter le message. Oui, non, c'est pas mal. Et puis l'attaque de Mérine qui lui permet d'avoir des bateaux. En fait, tout en fait semble converger vers le final qui est le départ pour Westeros, c'est-à-dire la flotte de Mérine qui arrive, qui se fait terrasser, du coup elle récupère les bateaux pour se préparer. Les Dothraki qui arrivent pour enrichir son armée parce que les Immaculés ont été affaiblis par ce qui s'est passé à Mérine. Je trouve que c'est pas mal par contre qu'ils aient réussi à qu'ils aient arrêté la partie fils de la harpie. Alors au départ, forcément, il y a une petite transition, c'est-à-dire ça s'est pas arrêté tout de suite, mais ça me semblait logique que les fils de la harpie s'arrêtent là quand même. Ils ont été un peu surpassés, ils ont été vaincus en fait dans la saison 5. À la fin de la saison 5, ils sont presque vaincus. Alors certes, ils continuent, mais là ils trouvent une explication qui montre qu'à la fois ils continuent à perdurer, mais qu'en même temps ils sont vaincus cette saison, ce qui paraît logique, grâce à Tyrion notamment. Et donc voilà, à ce niveau-là, je trouve que c'est plutôt un bon timing qu'ils ont trouvé. Tyrion qui devient Tyrion progresse en fait au fil des saisons, il devient de plus en plus important aux côtés de Daenerys. Là, il est carrément devenu sa main à la fin de la saison. C'est logique, tout est logique à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il fait de son mieux pour Mérine, il a fait de son mieux. Il a calmé, il a stoppé les fils de l'Harpie, il a essayé d'instaurer une paix avec les esclavagistes. Bon, au final, ça s'est pas totalement fait, mais d'un autre côté, ça a permis à Daenerys de vaincre les maîtres définitivement en détruisant leur flotte. Du coup, en soi, tout ce qu'il a fait a eu des conséquences à peu près positives. Il a retrouvé les dragons aussi, ça c'est exceptionnel, ça permet de se rapprocher d'un final où on découvrira que Tyrion est un Targaryen aussi. Donc ça ferait Daenerys Tyrion, il reste plus qu'à trouver le troisième. Bon, je vois déjà venir tous les Jon Snow c'est un Targaryen. Oui, Jon Snow c'est un Targaryen, c'est sûr depuis plusieurs saisons maintenant, on le savait même s'il n'y avait pas encore eu de preuves. Mais au final, je le vois mal chevaucher un des dragons de Daenerys.
à part un final assez prévisible, assez banal, voire même un peu nul, niais. Enfin, je sais pas, honnêtement, ça me plairait vraiment pas que ça finisse en Daenerys et Jon, son copain, ils sont frères et tout, enfin pas frères, mais elle c'est sa tante du coup. Ils sont de la même famille, ils sont ensemble, hop, c'est les plus forts, ils sont sur leur dragon avec Tyrion, et les trois personnages préférés des fans sont les trois personnages qui gagnent à la fin. Bon, ce serait un peu nul en fait, hein, pour une saison, pour une série pardon, comme ça, qui a réussi à créer des choses vraiment intéressantes. Ce serait vraiment nul comparé au reste en fait, c'est ça que je veux dire. Après, ça dépend aussi comment ça va être amené, etc. On verra bien. Mais je serais assez déçu d'une fin comme ça. Enfin, en tout cas, Tyrion a pas mal avancé. Je le vois bien chevaucher un dragon peut-être dans les prochaines saisons. Ouais, vraiment, ce serait assez badass. Son retour triomphal à Westeros, ça pourrait être sympa aussi, puisqu'il s'opposerait directement à Cersei en fait. Hein. Va clairement y avoir une opposition entre Tyrion et Cersei. Il va y avoir Jaime au milieu qui va avoir un grand dilemme, parce que même s'il en veut à Tyrion d'avoir tué son père, il en veut tout autant à Cersei d'avoir causé la mort de Tommen indirectement. Donc, et puis ça fait aussi plusieurs saisons qu'il en veut à Cersei, qui commence à de moins en à détester l'aimer en fait. Du coup, Jaime sera un peu au milieu, au centre de tout ça. Et peut-être que justement la saison 7 se centrera autour de la vision de Jaime de ce qui va se passer. Puisque je pense que va y avoir une petite ellipse pour que Daenerys arrive directement à Westeros, surtout qu'elle a déjà ses alliances avec Dorne et le Bif. Le Bif c'est Tyrell, pour ceux qui ne le savent pas. Donc je vois bien un début de saison comme ça, et donc du coup tout au long de la saison, voir un peu cette guerre du point de vue de Jaime, parce que c'est un peu le seul dont on ne sait pas quel camp il choisira. Surtout qu'il est épaulé par Bronn, mais Bronn, pardon. C'est un peu dommage. Alors Bronn, je trouve qu'il n'a pas été assez exploré cette saison. Bon, on reparlera de Jaime et de Bronn plus tard. On va essayer de rester sur ce qu'il y a de l'autre à Essos. Donc après Daenerys, il y avait Varys aussi qui prend une dimension supplémentaire encore une fois. Il s'impose vraiment dans la politique de Meereen et de la BDCR en général. Il va à Westeros forger de nouvelles alliances, etc. Non, honnêtement, Varys, j'aime bien. Encore un peu dans l'ombre de Tyrion et un peu en arrière-plan cette saison, mais honnêtement, il prend vraiment une plus grande dimension qu'avant. Il devient vraiment très important. D'ailleurs, de plus en plus son histoire ressurgit, c'est-à-dire l'opposition avec les prêtresses rouges. C'est vraiment pour développer le personnage un peu plus, j'ai l'impression. Et, et un peu, oui, développer son histoire et sa personnalité aussi, parce qu'il y a vraiment une haine pour tout ce qui est magie et religion. Et donc, devoir s'allier avec les prêtres de R'hllor, c'est assez difficile pour lui, et ça permet d'explorer encore plus. Mais après, je pense que c'est surtout un personnage qui se développera à fond dans les prochaines saisons. D'ailleurs, j'ai vu une hypothèse très intéressante à son sujet, comme quoi, en fait, le jeu des trônes serait totalement et uniquement entre Littlefinger et Varys, puisqu'il y a une totale rivalité entre les deux, une vraie opposition de style. Et puis en même temps, ce sont un peu les deux personnages les plus intelligents de la série et les plus manipulateurs au final. Donc c'est vraiment très intéressant comme hypothèse. Honnêtement, j'étais un peu d'accord que c'était parmi les personnages principaux, mais je l'avais pas vu de cette manière. Et cette hypothèse m'a vraiment, j'ai trouvé cette hypothèse vraiment très bien. Et ce serait vraiment beau d'ailleurs que ce soit eux au final qui font le jeu des trônes et que ce soit eux seuls. Enfin, c'est vraiment très intéressant comme hypothèse. Je vais pas la développer ici parce que elle repose sur pas mal d'éléments assez solides d'ailleurs. Mais voilà, c'est une hypothèse très intéressante. Bon après, il y a aussi Jorah qui a fait une petite apparition en début de saison. Il a retrouvé Daenerys après l'avoir sauvé, etc. Il lui a demandé de trouver un remède. C'est intéressant parce qu'au final, on pourrait se demander si finalement il va pas réussir à sortir de cette fameuse friendzone, parce qu'elle avait vraiment de l'émotion quand elle lui a ordonné de chercher un remède. Pourquoi pas? Dans le livre, je me rappelle que dans les premiers livres, à un moment, il est pas loin de conclure avec elle. Enfin bref, voilà, il pourrait peut-être sortir de la friendzone, d'autant plus que Darion Harris a été totalement écarté. C'est-à-dire qu'il a été important dans la saison, pareil, il a allé sauver Daenerys, mais il a aussi... Ouais, quoique, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Non, il était pas Meereen, du coup, il a pas été non plus très développé dans la saison. Mais au final, le fait qu'il soit écarté totalement de son chemin, c'est assez intéressant. Au final, on se demande où ils veulent en venir par là. Enfin, honnêtement, je me demande où ils veulent en venir par là. Mais je trouve ça intéressant, notamment peut-être pour permettre un retour de Jorah. Jorah Mormont, qui est un personnage que j'affectionne particulièrement. Après, je le vois mal trouver un remède, parce que c'est très explicitement dit, avec le cas de Shoren Baratheon, qu'elle a dû faire à peu près tous les médecins du monde pour trouver un remède. Et donc,
je le vois mal, lui, avoir les moyens d'aller voir chaque médecin différent, tester tous les remèdes, avant de totalement être corrompu, on va dire, d'être totalement atteint par la maladie. Donc je sais pas, on verra. Clairement, c'est dur de prévoir ce que Jorah fera, surtout qu'on l'a pas beaucoup vu dans cette saison. Tout comme Dario, d'ailleurs. Dario, au final, on l'a pas beaucoup vu. Daenerys, on l'a pas beaucoup vu, mais elle a été très importante parce qu'il s'est passé énormément de choses autour d'elle. Tout ce qui s'est passé à Meereen, en soi, ça gravite également autour de Daenerys, donc c'est pour ça que je considère que son arc est un peu le plus important de la saison. Après, on retrouve bien entendu Missandei et Vergil. Missandei que j'ai trouvé très transparente par rapport aux autres personnages. Avant, elle avait un réel impact, mais là, comme elle était séparée de Daenerys, sûrement, elle n'a pas pris d'ampleur dans la politique de Meereen notamment. Donc c'est assez pas forcément dommage parce qu'au final, c'est cohérent. C'est un personnage qui a du mal à s'affirmer, qui ne s'affirme qu'à travers de Daenerys. Pareil, Grey Worm, enfin Vergris. Vergris, en fait, je suis un peu déçu parce que j'ai un peu perdu l'image que j'avais vue du chef des Immaculés. Mais là, c'est plutôt un leader naturel en fait du peuple. Le représentant syndical, en fait, c'est comment il s'appelle, le gars là qui fait manifestation. Euh, enfin, Martinez, voilà. C'est un peu le Martinez de Meereen, c'est le représentant du peuple qui est pas content. Bon, sauf que lui, il manifeste pas, il dit juste qu'il est pas content. Il est un peu naïf, ça correspond au personnage. Mais en même temps, ouais, c'est pareil, il était pas très présent, et le peu qu'il était présent, on le voyait plus comme un immaculé, c'était plus vraiment juste un politicien, en fait. Et je trouve ça un peu dommage aussi. Bref, à ce niveau-là, on a des personnages qui vont sûrement, très probablement être plus développés dans la saison prochaine, avec l'arrivée à Westeros, qui sera, je pense, un grand moment dans la série, si ce n'est un des plus grands moments, avec une musique probablement épique, parce que là, honnêtement, cette saison, c'est vraiment la musique que j'ai préférée. Il y a vraiment des nouveautés extraordinaires par rapport aux autres saisons, notamment la dernière musique, quand on voit la flotte s'en aller, où ils ont réussi à mixer le thème des Targaryens et des Greyjoy, et ça, où le compositeur a réussi à faire ça. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très fort et très beau d'ailleurs, ça rendait super bien. Ensuite, les Greyjoy, tiens, tant qu'on y est, on va un peu parler d'eux parce qu'ils sont quand même assez importants cette saison. Alors parmi les Greyjoy, on retrouve bien entendu le personnage de Yara Greyjoy qui était assez déjà fort dans les précédentes saisons, qui éprouve de la méfiance envers Théon quand il arrive, ce qui est assez intéressant. Bah oui, d'ailleurs j'ai oublié de mentionner Théon parce que en fait je le voyais presque comme la fin de la saison 5, le moment où il aide Sansa à s'échapper, il est prêt à se sacrifier pour elle, etc. C'est une bonne scène, mais après ça a pas non plus beaucoup de portée sur le personnage de Théon Greyjoy justement. Donc si ce n'est que ouais, en fait ça a une grosse portée sur lui, mais c'est pas si intéressant que ça à développer dans une analyse, parce qu'au final c'est juste ce qui le pousse à soutenir Yara, à rentrer chez lui, à redevenir quelqu'un en fait, à retrouver l'envie de vivre. Mais au final c'est assez évident. Bon bref, en tout cas il prend plus d'ampleur qu'avant, il soutient Yara. D'ailleurs, au moment où il y a l'élection où Yara est confronté à Euron Greyjoy, je sais pas comment on dit Euron, ça rend pas très bien en français, donc Euron c'est pas mal. Bref, cette scène, on se demande même s'il va pas essayer de réclamer le trône de Sel. Enfin, moi honnêtement, c'est ce que je me suis demandé. Je me suis dit, alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que finalement il va quand même réclamer le trône de Sel? Ce serait pas impossible vu le personnage. Mais au final, il décide de la soutenir à fond. Il perd en sécurité à faire ça, puisqu'au final ils sont poursuivis et doivent quitter les îles de Fer. Et là, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a une opposition en fait entre Euron qui veut s'allier à Daenerys pour faire un mariage avec elle et au final devenir seigneur des îles de Fer, mais aussi tout Westeros au final. Et Yara et Théon qui veulent juste sauver leur peau et qui, en voulant le faire, se disent que Daenerys c'est peut-être la seule issue de secours qu'ils aient et que s'allier à elle, c'est peut-être juste réussir à sauver leur peau et à combattre Euron euh, pour récupérer les îles de Fer donc, mais aussi à survivre, pas se faire tuer et puis à avoir l'indépendance des îles de Fer pour eux. Et là, en fait, on commence à cerner un peu mieux le personnage de Yara qui est vraiment, au final, très égoïste en soi, hein, au final. Ça paraît pas forcément dans les premières saisons où on la voit. Au final, elle est assez égoïste, elle pense à son trône surtout, elle veut le trône de sel. C'est une soif de pouvoir qui la pousse à rejoindre Daenerys. Mais en même temps, ça nous permet de développer le personnage qui apparaît plus humain au final.
Et en fait, elle remplace presque Théon, c'est-à-dire que c'est elle qui devient l'homme dans la famille, et Théon c'est un peu celui qui soutient. Alors j'irais pas jusqu'à dire que c'est la faible femme, parce que ce serait un peu machiste de ma part. Mais ouais, elle remplace Théon en fait, elle remplace le fils aîné, elle devient le fils aîné de... Enfin, Théon elle n'était plus fils aîné, mais c'était le dernier fils vivant, mais elle devient un peu ce dernier fils vivant dans la manière de faire du Moyen-Âge, bien entendu. Donc notamment le fait qu'elle soit lesbienne, ça rajoute à à ce symbolisme. Et puis voilà, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Surtout la rencontre en fait entre où il y a Yara et Daenerys qui sont confrontés. C'est une très bonne scène, je trouve. En même temps, il y a un peu d'humour et de détente, mais d'un autre côté, on sent les enjeux qu'il y a dans l'alliance qu'elles essayent de passer. Et ça permet également à Daenerys d'arriver à Westeros, mais aussi en même temps de remettre un peu de peps dans l'arc des îles de fer, parce que les îles de fer c'était un peu resté de côté, en arrière-plan, c'était un peu du background juste pour le fun, juste pour introduire Théon. Et là, les îles de fer prennent une grosse ampleur, et je trouve que c'est vraiment une des parties les plus intéressantes de Westeros, parce que c'est vraiment un peuple fier, libre, indépendant, qui a toujours vécu selon des rites très particuliers. Rien que leur devise, ça le dit, we do not sow, la devise des Greyjoy, nous ne semons pas, c'est-à-dire que c'est vraiment un peuple très fier qui refuse de travailler, qui veut juste mériter ce qu'il a, mais au combat. Et c'est vraiment une mentalité intéressante à explorer, surtout dans un univers comme celui de Game of Thrones. Du coup, je suis plutôt content que ça se développe ainsi. Pour l'avenir, j'imagine que il y aura peut-être une confrontation sur mer entre la flotte du Euron Greyjoy et de Yara et Daenerys. Mais en l'occurrence, je vois mal comment Euron, je vais appeler Euron parce que je trouve que mon accent anglais est dégueulasse, mais je vois mal comment Euron pourrait gagner en fait, parce que Daenerys a quand même 3 dragons, et le feu sur des bateaux, je crois que c'est la meilleure arme qui soit. À la base, c'est pour ça qu'a été inventé le vrai feu grégeois, en fait, c'était pour couler les bateaux qui arrivaient pour attaquer Istanbul, je crois, avec Constantinople à l'époque. Bref, le feu, c'est vraiment la meilleure arme contre les bateaux, c'est pour ça qu'il y a des flèches enflammées, des choses comme ça qui sont tirées en général. Donc je vois mal comment Euron aurait une chance contre Daenerys, sachant que celle-ci l'a déjà catalogué comme un ennemi, puisque la manière dont Yara en a parlé l'a convaincu que Euron était juste là pour se marier avec elle, par intérêt, pour avoir les îles de fer, et pour éventuellement peut-être abuser d'elle, dans le mauvais sens, hein, pas forcément dans le sens du mariage, mais voilà, mais abuser d'elle au sens récupérer ses îles de fer et s'en foutre du reste, ne pas se préoccuper de Westeros, etc. Bref, Daenerys pour moi l'a déjà catalogué en méchant à combattre, donc je la vois mal s'allier à lui. Du coup, je vois mal comment il pourrait devenir intéressant par la suite, parce que Euron au final arrive peut-être un peu tard. Au départ, en plus, ils ont développé un truc comme quoi il était la réincarnation du dieu noyé, et au final, par la suite, il y a rien qui développe vraiment ce passage. Et puis, euh, et puis voilà, il a aucune issue. Peut-être qu'il va s'allier à Cersei du coup. Mais bon, Cersei est quand même très affaiblie. Je passerai sur le personnage de Cersei un peu plus tard. Mais elle est très très faible au final. Elle a jamais été aussi forte et aussi faible en même temps. C'est vraiment particulier sa position. Et du coup, je vois pas du tout comment Euron pourrait s'en sortir. Donc c'est un peu dommage parce que c'était un personnage qui avait l'air extrêmement badass, notamment quand il pousse Balon Greyjoy du haut du pont en se proclamant Dieu noyé. Mais bon, on verra. Mais honnêtement, je vois pas trop d'avenir pour ce personnage. Donc je crois qu'on a fait le tour des Greyjoy, on va passer à la suite. Et donc partons sur Dorne maintenant. Alors Dorne, c'est un arc narratif très faible, je trouve. C'est-à-dire que c'est pas très développé, et le peu qui est développé, même s'il y a quelques scènes qui sont vraiment d'anthologie, c'est pas extraordinaire en fait niveau scénario. C'est-à-dire, on a la mort d'Oberyn. Après la mort d'Oberyn, il y a Arya qui veut absolument se venger, qui pour ça tue Myrcella. Myrcella est morte, donc Tristan était parti avec elle, je crois, pour Port-Royal, pour siéger au conseil restreint, il me semble. Bon, Myrcella meurt. Après avoir eu une scène assez touchante avec Jaime, etc., ils arrivent à King's Landing, Cersei l'apprend, etc. Aucune réaction de Cersei vraiment tangible, avant que les Sand Snakes n'agissent, c'est-à-dire il y en a deux
qui tue le prince Tristan Martel. Un personnage qui était assez sympathique, assez intéressant aussi, qui pouvait devenir un bon prince ouais, ça pouvait devenir vraiment quelqu'un de bien. En même temps, il y a Doran qui se fait tuer par Elaria et par Tien Sand, je crois. Enfin, une des Sand Snake, il en reste une, c'est Tien, je crois, la copine de Braun. Et en même temps, déjà, il y a un petit problème chronologique, c'est-à-dire que les Vipères des Sables commencent à tuer le prince de Dorne après le départ du bateau, donc déjà, il y a un petit problème, c'est-à-dire il se fait instantanément tuer. Normalement, dans ce cas-là, ça envoie des corbeaux un peu partout, voilà, le monde est au courant, hop, Prince Doran il est mort, les Vipères des Sables sont au pouvoir, c'est elles qui choisissent, etc. En même temps, bon, c'est montré de cette manière pour pas qu'il y ait de spoil. Il y a Tristan Martel qui se fait tuer quand ils arrivent à King's Landing, quand ils sont arrivés à King's Landing et sur le bateau, il y a deux qui arrivent qui le tuent un peu connement, mais bon, c'est une mort logique dans Game of Thrones, ce style de mort c'est totalement logique, c'est vraiment réaliste, c'est-à-dire que t'as un gars qui te propose un duel singulier, si tu peux le tuer plus facilement, tu vas le tuer, tu vas pas chercher à comprendre. L'honneur, c'est bien quand t'es sûr de gagner, mais quand t'as un doute, l'honneur, c'est pour les faibles. C'est pour ceux qui sont là pour se rassurer avec l'honneur. Donc c'est compréhensible qu'il soit mort comme ça, c'est logique. Mais le problème, c'est que comment cela se fait-il que les corbeaux qui sont partis de Dorne soient pas arrivés à King's Landing avant pour prévenir un peu tout le monde et leur dire ouais, bah, le prince Doran il est mort, peut-être que va y avoir des problèmes, etc. Enfin, logiquement, normalement, ils auraient déjà dû être au courant parce que dans la chronologie, on voit bien qu'il se fait tuer juste après le départ et là, Prince Tristan se fait quand même surprendre en fait, donc c'est assez étrange. Vraiment étrange en fait cette chronologie. Je pense que c'est une petite erreur scénaristique, quelques facilités qui ont été prises. Et je trouve ça un peu dommage, surtout pour un arc qui jusqu'à maintenant était vraiment pas extraordinairement développé et pas extraordinaire en soi. Il y avait un personnage qui pouvait être très intéressant, c'est, je me rappelle plus du tout de son nom, le grand, le géant garde du corps Black, qui a l'air excellent comme personnage, très sérieux, très strict, mais balèze et vraiment fidèle au prince. Ce personnage aurait pu être développé peut-être un peu plus. Bon, en l'occurrence, c'est pas grave s'il est pas développé. Mais je pense que à Dorne, il y avait mieux à faire que juste faire un petit truc comme ça. Peut-être montrer la manière dont les vipères s'organisent, parce qu'elles ont quand même organisé un soulèvement. Tous les gardes qui étaient au palais quand le prince s'est fait tuer ont pas réagi, ils étaient de mèche. Donc en soi, je pense qu'ils auraient pu développer plus que ça. Enfin, je suis un peu resté sur ma faim du côté de Dorne en fait. C'est ça qui m'a un peu déçu, c'est que voilà, je m'attendais à mieux que ça. Enfin, je m'attendais déjà pas à ça, pas à un soulèvement de ça. Alors certes, je m'attendais à ce qu'elle complote un petit peu et derrière, mais quand même la violence avec laquelle elle l'a fait, la rapidité et l'efficacité, je m'attendais pas à un truc aussi fort que ça, à une action aussi forte. Après, en l'occurrence, l'action en soi est bonne parce que ça permet de rebouleverser un peu l'échiquier de Westeros, mais en un sens, c'est un peu traité d'une manière qui fait que c'est pas terrible. Donc dans l'avenir, c'est pareil. Dans l'avenir, l'avenir semble assez prévisible, c'est-à-dire bon, ben, elle va s'allier à Daenerys, ils vont se battre contre Cersei et puis voilà. Hein. Je vois pas trop ce que ça pourrait apporter de plus. Je vois mal le peuple se soulever en plus, sachant qu'il soutenait en général Ellaria d'après ce qu'elle disait, Ellaria Sand. Donc en fait, Dorne, cette page de l'histoire de Dorne, ça n'a offert aucun avenir dans la série proche, dans la série en fait, au final, aucun avenir dans la série qui soit vraiment qui sorte du sentier de Daenerys. C'est-à-dire que tout Dorne maintenant va tourner autour de Daenerys, comme tout Essos tourne autour de Daenerys puisque Arya a quitté Essos. Donc en fait, plus ça va, plus tout tourne autour de Daenerys, un peu comme dans Nord, tout tourne autour de Jon Snow, ce qui est absolument dommageable à la série. C'est vraiment très dommage. Je suis vraiment déçu de ça aussi. Et encore plus que pour Dorne, parce que Dorne, au final, ça fait des belles scènes quand même. Quand Prince Tristan se prend la lance au travers du visage, c'est vraiment une scène forte. Alors certes, c'est pas une scène fun où tu rigoles devant, t'es un peu scotché, mais c'est vraiment une scène forte, quoi. C'est un peu comme les noces pourpres. Bon, certes, en moins. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne scène. Et donc, au final, je trouve ça moins dommageable que ce qui se passe dans le Nord, et je développerai ça plus tard hein, également. Mais ce qui me dérange, en fait, c'est que pour l'avenir, ça n'augure rien de particulièrement transcendant et extraordinaire par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que ça risque d'être un scénario plus que linéaire, ce qui est un peu dommage pour une série comme Game of Thrones, où il y a la possibilité d'avoir de multiples possibilités, justement,
et de trouver des sentiers auxquels personne n'a pensé, des pistes auxquelles personne n'a pensé pour faire avancer l'histoire. Bon ben on va passer maintenant, je regarde un peu mes notes. Après Dorne, Port-Réal en fait, hein, Port-Réal aussi un élément central de la saison, vraiment très important. Donc on va commencer par par Tommen en fait. Voilà, je vais commencer par l'histoire de Tommen, ce qui s'est passé en cette saison avec lui. Vraiment un roi très faible, présenté comme faible, naïf, qui se fait corrompre, peut pas corrompre, au final il se fait purifier techniquement, mais par le High Sparrow, le grand moineau, ou au moineau. Au moineau c'est un peu bizarre, donc je pense que c'est grand moineau. Bon, le High Sparrow c'est plus classe quand même, surtout que ça se rapproche de Pirates des Caraïbes dans lequel l'acteur a joué, donc voilà, on va partir de là. Donc le High Sparrow, qui a réussi à prendre Tommen sous son emprise, c'est cohérent avec le personnage. C'est un personnage qui a toujours été gentil, trop faible, qui est resté dans l'ombre de Joffrey, qui était pas, même Myrcella était plus méchante quand elle était petite. Je sais pas si vous vous rappelez de certaines scènes où il y avait une petite confrontation avec Sansa où elle se croyait supérieure, etc. Lui, il est vraiment trop gentil en fait ce personnage et c'est cohérent ce qu'il est devenu. Ce qu'il est devenu, c'est totalement cohérent. Il se fait manipuler par Margaery, il se faisait manipuler par sa mère, il se fait manipuler par le Grand Moineau, il s'était fait manipuler par Tywin Lannister, il se fait manipuler par tout le monde. C'est Tommen, c'est comme ça. C'est assez cohérent, mais du coup c'est un personnage qu'on ne peut pas trop apprécier. Enfin, c'est difficile d'apprécier un faible comme ça. Euh, mais en même temps, ça permet, pareil, un truc d'avancer, c'est-à-dire que Tommen, il a une grande importance. C'est un peu le pion que tout le monde veut contrôler parce que c'est le pion le plus important de l'échiquier. C'est le roi, mais en même temps, c'est pas sur un jeu d'échecs, ce serait pas le roi. Ce serait plutôt, vu l'importance qu'il a, c'est plutôt la dame au final sur un jeu d'échecs. Mais il a le statut de roi, mais il n'a pas la carrure d'un roi, il n'a pas l'esprit d'un roi. Il n'agit pas comme un roi. C'est vraiment le pion. Voilà, le pion, mais le pion que tout le monde va avoir parce que c'est le meilleur pion du jeu. Et donc du coup, ça permet des luttes de pouvoir assez intéressantes. Par exemple, quand Cersei décide d'intervenir contre le Haut-Moineau et qu'elle réussit à avoir des alliés, ben c'est Tommen qui détruit tout ce qu'elle a construit, toutes les alliances qu'elle a forgées avec son oncle Kevan Lannister, avec Olenna Tyrell, la reine aux épines, ben, toutes les alliances qu'elle a réussi à construire, ben c'est Tommen qui arrive et qui les détruit. Et du coup, Tommen a vraiment une importance cruciale dans cette saison, tout en étant le personnage le moins capable d'avoir cette importance. Et donc on va du coup changer de personnage parce que ce personnage est pas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé le fait que ce soit un faible qui se fait manipuler par tout le monde et qui est pourtant un des personnages les plus importants, il n'y a plus grand chose à dire à son sujet. Bon, il est amoureux de Margaery, il est amoureux de la foi. Après, c'est vraiment le personnage naïf, cliché quoi. Ce serait presque un Candide, un nouveau Candide, mais en plus noble quand même, parce que Candide n'était pas roi. Et c'est un peu ouais un nouveau Candide, un personnage naïf qui se fait manipuler, qui croit facilement aux choses. Enfin bref, c'est un personnage. Quand on a dit ça, on peut plus rien dire de plus quoi. On peut maintenant parler aussi des Tyrell à Port-Réal tant que nous y sommes. Donc nous avons bien entendu Olenna Tyrell qui, fidèle à elle-même, continue de comploter contre Cersei, de s'opposer à ses décisions, de tenter de faire resplendir sa famille. Mace Tyrell qui est toujours aussi inutile, hein, clairement on va pas se le cacher. Mais surtout celle qui prend une grosse dimension, fait qui reprend une grosse dimension, c'est Margaery Tyrell. Euh, Probablement mon personnage préféré du côté des femmes, à la limite mon crush dans la série carrément, vraiment exceptionnel dans cette saison. C'est-à-dire que elle a réussi à manipuler le High Sparrow, qui jusqu'à maintenant ne s'est laissé abuser par personne, à comploter pour réussir à remettre les Tyrell sur le devant de la scène, à sauver son frère. Non, vraiment, elle réussit à bien avancer, elle continue à manipuler Tommen, à aider le High Sparrow à manipuler Tommen, mais en même temps, elle manipule le High Sparrow, et ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est vraiment très fort de sa part, c'est très fort. Elle comprend aussi quand Cersei a prévu de faire son attentat, parce que c'est clairement un attentat en soi, c'est une prise de pouvoir, mais un attentat au final. Elle comprend, elle est la seule à comprendre, elle essaye de sauver les gens, personne n'écoute, personne ne la suit, donc au final elle finit par en mourir, c'est ce qui est dommage, d'ailleurs j'étais assez déçu à la fin de cette scène, mais pas déçu au sens que je trouvais que c'était mauvais, mal réalisé, etc. Non, déçu au sens que j'adorais ce personnage, mais par contre la scène est extraordinaire. C'est clairement une des meilleures scènes de la série pour moi.
Après, donc voilà, elle meurt comme ça, mais elle a vraiment pris une nouvelle dimension euh, qu'elle avait perdue en fait en se faisant emprisonner. Elle redevient la reine, elle recommence ses manigances. En même temps, on a aussi de nouveau un petit retour sur sa personnalité, parce que en soi, je pense qu'elle est en même temps un petit peu honnête quand elle fait sa pénitence, quand elle commence à parler, qu'elle faisait semblant, qu'elle donnait au peuple plutôt pour elle, plutôt que pour donner en fait. C'était plus pour se, pour donner une image de personnage gentil. Et donc en soi, ça nous éclaire aussi un peu plus sur sa personnalité, même si elle faisait peu de doutes à ce niveau-là. Donc la mort de Tyrell, c'est très intéressant aussi parce que ça fait qu'il y a une nouvelle famille de Westeros qui disparaît. Parce que Olenna, vous allez pas me faire croire qu'elle va avoir des enfants. Bon alors techniquement, non, la famille n'est pas disparue. Alors en fait, dans le livre, et je crois qu'à un moment dans la série, il est mentionné que les frères aînés de Loras et de Margaery, ou alors les frères cadets de Loras peut-être, je ne sais pas. Mais bref, normalement, il y a d'autres fils Tyrell, il y en a deux, il me semble. Et à un moment dans la série, c'est mentionné, je crois, dans le livre, c'est sûr, quasiment. Mais après, ils insistent sur le fait que Laura, c'est le dernier espoir de Au Jardin. Donc, je sais pas, je pense qu'en fait, dans la série, la famille s'est complètement éteinte, puisqu'il ne reste plus qu'Olenna et elle aura jamais d'enfant, enfin, elle aura plus d'enfants. Du coup, c'est une dynastie encore qui s'éteint après les Baratheon. Après, il y avait une autre famille qui s'est éteinte, il me semble. Les Tully sont pas très bien barrés quand même, hein, faut l'admettre, ils ont plus de terre, etc. Ils sont un peu dépossédés. Euh, je me rappelle plus. Il me semble qu'il y avait une autre grande famille qui s'était éteinte en plus des Baratheon et des. Non, non, ah ben non. Enfin, en plus des Baratheon et des Tyrell, il me semble qu'il y en a une autre, mais ça ne me revient pas. Les Martels en fait. Les Martels sont finis. Ellaria est une Sand, une bâtard. Du coup, il y a plus de nom, c'est-à-dire elle va peut-être donner un nouveau nom à la dynastie, mais ça m'étonnerait que ce soit de nouveau les Martels. Donc Martel, Tyrell et Baratheon sont éteints dans la série, hein, en tout cas, parce que il faut insister sur le fait que la série et le livre se sont totalement séparés, se sont totalement scindés maintenant. C'est-à-dire que je m'attends même à avoir peut-être, j'espère en fait, ce serait vraiment cool, deux fins alternatives, différentes, totalement différentes, qui n'ont rien à voir, et ce serait vraiment cool d'avoir deux fins différentes, sachant que la série ne démérite pas non plus, même en s'écartant du livre. Donc voilà, ça fait des familles éteintes, peut-être un renouveau dans Westeros justement, qui avait été initié à la base par le High Sparrow. Moi je me demandais des fois s'il allait pas faire une grande révolution, il y aurait plus de nobles, ça y est, pouvoir au peuple, la révolution française, mais à Westeros, etc. Bon, j'aurais pas trop kiffé, je dois admettre, j'aime bien ce principe de famille, c'est assez intéressant, et puis surtout c'est l'univers colle bien à ça. Mais en même temps, ça aurait pu être assez sympa. Du coup, ça fait trois familles éteintes, donc pour venir de Westeros, je pense pas que de ce côté-là, on puisse chercher quelque chose, parce que les TRL ont peut-être des forces, mais en fait, la force des TRL, c'est qu'ils ont une grande agriculture, donc ils ont beaucoup de vivre, et c'est ce qui va permettre notamment, encore une fois, d'aider Daenerys, et justement, j'ai de plus en plus l'impression que tout se centre autour de Daenerys, et je trouve ça, d'un côté, un peu dommage. Parce que, à la base, Game of Thrones, il n'y a pas de personnage principal. Il y a une dizaine de personnages qui sont mis sur le devant. Il n'y a pas de réel personnage qui se démarque totalement. Et là, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Je trouve ça dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est encore en train de se centrer sur Daenerys, en fait. Parce qu'au final, à qui ça profite que les TRL aient été anéantis? À Daenerys, parce qu'Olenna vient s'allier à Daenerys. Mais bon, ce n'est pas non plus dramatique. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire peut-être autour d'Olenna Tyrell. Bon maintenant le High Sparrow, hein, le grand mano, le haut mano, Jonathan Price en fait, hein, on va dire. Le High Sparrow c'est bien. Pareil, dans cette saison, il prend une dimension encore plus grande. On apprend sur son histoire, on découvre qu'en fait, on découvre, il a été au sommet avant de vouloir faire pénitence et vœu d'humilité. Il a été au sommet de la société, enfin de la société des non nobles, hein, des routuriers, voilà. Il était un cordonnier très très important. Puis après, il a décidé de se tourner vers la foi. On n'en sait pas plus non plus à ce sujet. Mais c'est assez intéressant de découvrir un peu plus sur sa personnalité. Il réussit à manipuler Tommen. Il se fait manipuler par Margaery, mais en croyant la manipuler, on le voit reculer. On voit un moment où il est faible, c'est quand il accepte de ne pas faire la marche de la honte de Margaery, Tyrell. Euh, Là, il y a la moitié des fans masculins qui ont fait un facepalm, voire plus, à ce moment-là.
Mais c'était intéressant de le voir faible, en fait, faible devant l'armée. Au final, ça faisait un retour à la réalité. Il a une puissance spirituelle, mais au final, il n'a aucune force. C'est-à-dire que ces adeptes de la foi, là, ils se font tuer par n'importe quel soldat bien entraîné. Donc, c'était une scène intéressante. Et en même temps, ça présageait que Cersei allait triompher de lui, puisque même si à un moment on a eu un doute, honnêtement, quand Tommen a dit que les duels par combat allaient être interdits, j'ai cru que Cersei allait se suicider en fait. Je me suis dit, mais Cersei, il est fini, ben c'est bon, elle va se tuer, quoi. Elle va peut-être essayer de le tuer, et puis elle va se suicider en même temps, quoi, après avoir commandité son assassinat. Comme ça. En fait, non. Pas du tout. D'ailleurs, ça c'est génial. Cette scène, c'est vraiment très fort de symbole, et c'est très fort, et ça se rapproche encore une fois vers la fin que je vous expliquerai à la fin, enfin la fin que j'entrevois moi et que je vous expliquerai à la fin, la manière dont je la vois. Mais c'est vraiment très fort ce que fait le personnage de Cersei. Bon, on va passer dessus d'ailleurs. On sent une évolution tout au long de la saison. Il y a des moments où elle est un peu désespérée. Il y a des moments où elle reprend conscience qu'elle a des forces, en fait. Par exemple, quand elle fait sa réplique, qui peut devenir une réplique culte de la saison, c'est-à-dire I choose violence, choisis la violence. C'est vraiment un moment très fort, un basculement dans le personnage, en fait, qui avait oscillé autour d'un point d'équilibre. C'est vraiment le basculement. Elle choisit, c'est bon de s'opposer au grand moineau. Elle choisit que c'est fini, elle ne se laissera plus faire. Et à partir de là, s'ensuit le complot en fait qu'elle monte avec Qyburn. Alors je croyais qu'au départ elle allait juste révéler des secrets sur le grand mono qui étaient très dérangeants pour lui, puisqu'il me semblait qu'il avait parlé d'une rumeur à propos de lui, donc je sais pas trop où il voulait en venir. J'ai pas trop compris quel était le but de ça. Au départ, je croyais qu'elle allait balancer un gros dossier sur lui, ce qui allait affaiblir sa position. Mais au final, ce qu'elle fait, c'est vraiment déjà c'est extrêmement bien pensé. C'est très symbolique. C'est très symbolique en plus parce que en gros, déjà, elle bâtit son trône sur la mort de milliers de personnes, mais en plus, elle crée un renouveau dans la saison. Il y a plusieurs moments, je crois, où je crois que c'est Daenerys notamment qui parle de casser la roue, briser la roue pour qu'il y ait un renouveau. Ben là, elle le fait, elle détruit tout et elle repart à zéro. Elle crée le renouveau et c'est très symbolique et en même temps très fort comme scène. Mais d'un autre côté, ça va l'éloigner de Jaime. On voit le regard de Jaime quand elle est couronnée, c'est plus du tout le même. Mais en même temps, Cersei n'est plus la même. Alors il y a juste un truc que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que clairement, la source d'inspiration pas de cette scène, de cet arc narratif, on va dire, de cette partie, de cette fin d'arc narratif, c'est clairement pompé sur la Belle au bois dormant. J'ai envie de dire, Cersei devient maléfique, mais en même temps, maléfique, par quoi est caractérisée dans le dessin animé de Disney, par exemple. Alors d'abord, elle a des couleurs très sombres, des cheveux qu'on ne voit pas, pour casser avec la princesse Disney qui a toujours une longue chevelure blonde, parfois brune, etc. Enfin, bref, on ne voit pas ses cheveux, elle est toujours habillée très sombre, etc. Donc symbolise. Là, Cersei est complètement rasée, elle est très froide, très fermée, elle est habillée en noir, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a également dans le dessin animé de Walt Disney? On voit beaucoup de vert, le feu du dragon est vert, etc. Alors là, s'il n'y a pas de dragon, parce que ce n'est pas possible, on retrouve le feu grégeois qui est un peu assimilé au Targaryen, donc la puissance du dragon en soi, et donc qui est un feu vert également, donc ça m'a beaucoup rappelé la Belle au bois dormant de Disney en fait. Le peu de souvenirs que j'ai à propos de ça, c'est vraiment ce que j'ai l'impression que ça me rappelle ça. Et en soi, la Belle, en l'occurrence, ça pourrait être vu comme Tommen, sauf que pas totalement non plus, parce qu'il se réveille pas à la fin, il se jette dans le vide, mais en soi, elle s'est bâtie, ah, quoi que je suis pas sûr. En fait, je me rappelle plus du tout de l'histoire du dessin animé. Donc je sais pas si Maléfique s'est bâti sur le malheur de de la princesse, là, je sais plus comment elle s'appelle, Aurore, je crois. Mais si c'est le cas, on pourrait assimiler limite Tommen à Aurore, puisque c'est un peu l'innocence, la candeur, la naïveté. Mais bon, on va pas non plus pousser trop loin la comparaison, mais c'est vrai que je pense que ça a été une inspiration assez profonde pour cette scène, en tout cas, je pense plutôt chez les scénaristes que chez l'auteur, puisque le livre n'est pas sorti. Mais chez les scénaristes, en tout cas, dans la manière dont c'est traité et c'est montré à l'image, honnêtement, je l'ai vraiment vu comme ça, quoi. Et donc du coup, après, voilà, je pense que pour Cersei, en même temps, elle était obligée de faire ça parce que sinon elle mourrait. Dans tous les cas, elle est finie. Maintenant, elle n'a plus de force. Alors déjà, elle a tué son oncle, Kevan Lannister. Donc elle a perdu l'appui de certains Lannister, je pense. Elle n'a plus l'appui des Tyrell. Elle a plus que son armée propre. L'armée de Port-Réal a toujours été présentée comme très faible. Port-Réal n'a pas vraiment d'armée en soi. Les armées royales n'existent pas. C'est un peu
une société féodale avant la monarchie absolue, c'est-à-dire qu'il y a des seigneurs qui choisissent de s'allier au roi ou pas. Et ben là, c'est totalement pareil. Le roi n'a pas beaucoup de pouvoir sans les seigneurs qui l'épaulent. Et là, Cersei est seule. Elle n'a pas d'armée royale. Elle a juste les soldats Lannister qui lui restent. Bon, l'armée du guet, vous me direz, mais l'armée du guet est pas très puissante. Et puis elle est là pour défendre la ville, pas pour partir en guerre. Donc Cersei, je la vois pas perdurer en tant que reine. C'est-à-dire c'est un moment très fort de la série, mais déjà elle s'est fait énormément d'ennemis, y compris Jaime, j'ai l'impression. Son propre frère qui pourrait très facilement la tuer, surtout qu'on a encore en mémoire la prophétie du Valonqar où c'est le grand frère qui doit la tuer. Maintenant que, d'autant plus que maintenant les 3 têtes couronnées d'or sont mortes. C'est-à-dire les 3 têtes couronnées d'or, c'est Joffrey, Myrcella et Tommen en rapport à leur chevelure, je pense, plus qu'à la couronne, puisque Myrcella n'a jamais régné. Mais voilà, ces 3 fils sont morts, et maintenant il serait peut-être temps que le Valonqar la tue, c'est-à-dire le grand frère la tue. Et pour ça, Jaime semble plutôt bien parti vu son attitude lors de son couronnement. Donc je vois pas beaucoup d'avenir pour sa série. Je pense que en soi, ça a été un peu son barreau d'honneur, ouais, c'est son barreau d'honneur, c'est fini pour elle. Elle n'a plus de force, elle n'a plus moyen de lutter. Elle pourra pas défendre Port-Réal face aux armées de Daenerys, surtout qu'elle a 3 dragons. Donc à partir de là, c'est fini. Donc je pense que c'est fini. Surtout qu'en soi, ça permet également un symbole, puisque en l'occurrence, Daenerys va lutter contre la réincarnation d'Aerys II, Targaryen, le roi fou. Celui qui voulait brûler tout le monde, ben là, en l'occurrence, Cersei a brûlé tout le monde. Elle a fait le Burn and All qui a été prédit, qui a été demandé par Aerys, sauf que bon, c'est pas tout à fait les mêmes circonstances, etc. Mais elle a brûlé tout le monde. En l'occurrence, c'est ce qu'elle a fait. Toute la haute noblesse était là-bas, je pense. Il me semble que toute la cour était à peu près là-bas, donc voilà. C'est un peu la réincarnation d'Aerys 2. Et du coup, niveau symbolisme aussi, on peut voir Daenerys qui combat l'ombre de son père, le fantôme de son père. Oui, son père, c'est ça, parce que Rhaegar c'est son frère, donc Aerys 2 c'est son père, c'est bien ça. Et du coup, c'est très fort niveau symbolique. Je pense que ça va donner niveau symbolique, ça va donner quelque chose de sympathique. Maintenant, de qui on pourrait parler, Jaime, mais il n'y a pas la montagne, voilà. Bon, la montagne, on l'a découvert un peu plus. Vraiment, le chien fidèle qui obéit à sa maîtresse sans discuter, très fort, invincible presque. Qyburn qui continue à avoir une petite maîtrise sur lui. Qyburn qui prend une autre dimension aussi. Ben, il remplace Pycelle et d'ailleurs, ben voilà, c'est lui qui parlait d'un nouveau cycle aussi. C'est lui qui parlait d'un changement. Ben voilà, également, j'avais parlé de personnages qui parlaient d'un changement, d'une révolution un peu dans le jeu des trônes. Qyburn clairement l'incarne. Voilà, chercher le terme français, l'incarne. En tuant Pycelle, il le dit d'ailleurs. Et en même temps, ça devient un peu le nouveau Varys, mais en plus sombre, moins. En fait, il pense moins à l'avenir du royaume, mais plus à l'avenir de sa maîtresse. En gros, il est totalement dévoué à Cersei, donc ça devient un serviteur encore plus puissant que la montagne, il est plus fort quoi, la montagne. Je pense pas par les armes, mais par le reste. En fait, il est capable de choses. Ben, rien que le fait qu'il y ait les petits moineaux de Varys, les petits oiseaux là, c'est vraiment ça fait de lui quelqu'un de très puissant, de plus en plus puissant d'ailleurs. Donc Qyburn est un personnage très intéressant qui je pense pourra être bien développé dans la suite. Après, je le vois mal se détacher de Cersei, donc je le vois bien mourir avec elle en fait. Hein. Surtout qu'il a fait des choses qui sont condamnées par la foi, par la citadelle, par à peu près tout le monde en fait. Hein. D'ailleurs, en parlant de la citadelle, on peut parler de Sam aussi. Bon, honnêtement pas très présent, surtout là pour montrer qu'il existe encore. Passage chez Randyll Tarly, chez la famille Tarly, c'était assez intéressant, j'ai bien aimé. Après, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il a volé Corvenin. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Parce que, au final, pour le personnage de Sam, ça n'apporte rien. Il ne va jamais utiliser une épée comme ça. Alors, peut-être que si on suit une petite théorie marrante que j'avais imaginée, comme quoi Sam serait Azor Ahai et que son épée, ce serait d'érudition, en soi, il va peut-être utiliser Corvenin pour développer des moyens de lutter contre les White Walkers et donc en soi devenir le véritable Azor Ahai qui serait Azor Ahai par le fait qu'il a fait des études et qu'il a découvert comment lutter. Moi je le vois bien en Azor Ahai, honnêtement c'est une théorie que j'adore, enfin je l'ai faite moi-même donc je peux pas dire que c'est une très bonne théorie objectivement mais c'est une théorie que j'apprécie vraiment. C'est-à-dire Sam Azor Ahai ce serait génial et puis ce serait encore une fois dans la métaphore, c'est-à-dire c'est un symbole, c'est le symbole de l'érudition qui fait qu'il arrive à vaincre les White Walkers et c'est pas juste un mec qui arrive avec une épée qui tue tout le monde en mode je suis Rambo, je vous défonce tous. Donc ce serait assez intéressant, mais bon, j'y crois pas trop au final.
Donc ce vol de Corvenin, je trouve ça dommage. Le fait qu'il ne soit pas séparé de Gilly, je trouve ça dommage. Le fait qu'ils aient pas développé un peu plus la citadelle des maîtres, je trouve ça dommage. Mais bon, probablement dans la saison qui arrive, déjà ils ont développé son histoire familiale, c'était des belles scènes. Honnêtement, dans son avenir, bon, pour l'instant, il y a rien à dire, si ce n'est qu'il va probablement devenir maître dans les prochaines saisons, et peut-être Azor Ahai. Je croise encore les doigts, j'y crois, pas trop, mais j'ai toujours ce petit espoir qu'il devienne Azor Ahai. Jamie, maintenant, on va retourner un peu à Port-Réal après cette parenthèse sur la citadelle des maîtres. Donc Jamie, bah, il s'est un peu encore rapproché de Brienne, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Il commence à se poser des questions sur lui-même, notamment en fait les confrontations avec les Frey l'ont un peu bouleversé, je pense, ont bouleversé le personnage. Il est en train de prendre conscience que ce qu'il a fait, c'est pas, il a pas envie, il est pas satisfait de ce qu'il a fait. Alors certes, il l'a fait pour Cersei, mais comme il capte que Cersei, en fait, quand il voit que ce qu'a fait Cersei, il ne va plus apprécier ce qu'il a fait pour elle. Du coup, je pense qu'on va avoir dans la prochaine saison un véritable changement au niveau de Jaime. Peut-être qu'il va se rapprocher de Brienne, même si je dois admettre que je préfère la love story entre Brienne et Tormund que entre Jaime et Brienne. Euh, mais pourquoi pas après tout. Et puis, ouais, je pense que c'est un personnage en fait depuis la saison 4, je crois, que je commence à apprécier parce qu'il évolue, parce qu'il devient de plus en plus intéressant, de moins en moins méchant et gratuit. Vraiment un personnage que je commence à apprécier et qui, je pense, peut devenir un, un gentil absolu dans les prochaines saisons, on va dire. Enfin, dans les prochaines saisons, il y en aura deux normalement, hein. Il reste plus que 13 épisodes à faire, 7 et 8 je crois, ou 8 et 7, un truc comme ça. 15 alors, pardon, excusez-moi. 15 épisodes. Donc peut-être qu'il va devenir un gentil, un élément indispensable. Peut-être qu'il va mourir en voulant arrêter Cersei. Peut-être que la prophétie est tout simplement fausse. Donc c'est lui qui va mourir en voulant arrêter Cersei, c'est pas impossible non plus. Mais je vois bien dans la peau du futur héros, accompagné par Bronn et surtout aussi spectateur dans la guerre qui s'annonce entre Cersei et Tyrion, entre Cersei et Daenerys, entre entre ce qu'il a toujours combattu, c'est-à-dire Cersei, ce qu'a fait Cersei en fait, ce qui lui rappelle Aerys 2 parce que c'est lui qui a tué Aerys 2 parce qu'il voulait brûler tout le monde, mais Cersei l'a fait donc entre ce qu'il a toujours combattu, mais aussi ce qu'il a le devoir de combattre en fait, parce que techniquement il est obligé de combattre Daenerys et Tyrion parce que Tyrion a tué son père, Daenerys n'est pas légitime, elle n'est plus légitime depuis que son père a été renversé. Du coup, la question se pose, surtout que maintenant, s'il ne se rallie pas à Cersei, il ne pourra jamais quasiment espérer un bon rang social. Daenerys, je pense qu'elle sera très méfiante à son égard. Il a quand même tué son père, même si son père était un tyran et un fou, il l'a quand même tué. Tyrion pourrait lui pardonner, mais je pense que ce sera plus source de tension entre Tyrion et Daenerys qu'autre chose, et je pense qu'il aura beaucoup de mal à rester fort socialement et au niveau seigneurial. Donc Jaime Lannister, c'est un personnage que je vois mal être au top niveau de la hiérarchie. En revanche, je pense que ça va être très intéressant dans la saison prochaine, surtout au niveau du point de vue en fait, parce qu'il va avoir un point de vue totalement, limite le point de vue parfait pour assister à cette guerre qui va se livrer si elle arrive à la saison prochaine. Mais étant donné qu'il reste que 15 épisodes, je vois mal les scénaristes faire tarder encore plus une saison le le- l'arrivée de Daenerys à Westeros, surtout que maintenant la plupart des personnages très importants et très intéressants pour l'histoire sont avec Daenerys, c'est-à-dire qu'il abandonnerait un arc qui a été un des arcs qui a été le plus développé dans les dernières saisons, notamment en saison 5 aussi où c'était Daenerys par-ci, Daenerys par-là. Et je dis pas que je m'en plains, attention, la saison 5, moi j'ai bien aimé, contrairement à certains, j'ai trouvé ça intéressant, et puis c'était clairement une saison charnière, qui a très bien rempli son rôle, puisque la saison 6, beaucoup la considèrent comme la meilleure saison depuis le début. Donc pas moi pour ma part, pour certaines raisons qui apparaîtront probablement plus tard quand je parlerai du Nord. Mais en tout cas, c'est une saison charnière, la saison 5. Donc on va maintenant passer à d'autres personnages et d'autres lieux surtout. Donc allons à Vivzek cette fois-ci, ou Riverrun en fonction de la version. Il s'y passe des choses assez intéressantes. D'abord, on retrouve les personnages que sont le Blackfish, le Silure, voilà, le Silure, et Edmure. Donc le Silure, je vais voir après, je le rappelle, est l'oncle d'Edmure, parce que c'est le frère de Caitlyn. Oui, c'est ça, c'est le frère de Caitlyn, donc c'est l'oncle d'Edmure. Et donc c'est un personnage assez vieux par rapport aux autres, notamment pour un combattant.
qui décide de défendre Vivzek face aux Frey parce que les Frey ont, d'après un décret royal, le droit d'avoir Vivzek. Vivzek leur revient parce qu'ils ont trahi tout ça, etc. Bon, vous connaissez l'histoire. Et donc Edmure décide de défendre Vivzek, ce qui attire Jaime dans le nord, ce qui permet aussi à Cersei de faire ses manigances de son côté, etc. Bon, ça permet de faire avancer l'intrigue à Port-Réal. Mais donc ce qui se passe à Vivzek, en fait, donc il y a une défense. Et là, on revoit le personnage d'Edmure Tully, un personnage très intéressant que peu de monde apprécie. Il est un peu balourd, il est un peu idiot, simple d'esprit, pas au sens très fort, handicapant, mais il est assez rude presque. C'est-à-dire, il ne réfléchit pas beaucoup, pas très tacticien, pas très stratège. Et donc, il accepte finalement d'aider Jaime et les Frey en général à récupérer Vizeg en faisant bannir le Silure. Alors dans la saison, pardon, c'est un passage assez intéressant parce que d'abord on en apprend un peu plus sur le Silure, un personnage qui est très badass quand même, hein, clairement. Il se laisse pas faire, c'est un rebelle et tout, grand combattant, qui est un noble mais qui a quand même des manières qui est plus proche de ses soldats qu'un noble normal, etc. C'est vraiment un personnage intéressant qui permet d'être développé ici. Et en plus, du coup, ça continue de développer le personnage d'Edmure, qui est de moins en moins appréciable, et je pense apprécié, parce que sans réelle raison, en fait, bon, certes, Jaime menace son fils et sa femme, mais sa femme, il l'a vu une fois dans sa vie. Son fils, il ne l'a jamais vu. Bon, admettons, à ce niveau-là, l'instinct paternel, bon, normalement, c'est pas aussi fort que l'instinct maternel, mais après, je dois admettre que je sais pas comment n'importe qui réagirait dans cette situation. Mais c'est assez dommageable, je trouve ça un peu bizarre. C'est vraiment un personnage qu'on trouve faible, qui est faible, en fait, et qui, au final, abdique. En fait, en gros, il tue son oncle, parce que techniquement, c'est comme s'il l'avait tué, au final. Il trahit presque sa famille et ses soldats, puisqu'il livre Vizeg. Et puis il repart en prison. Encore, j'aurais bien imaginé que les Frey lui donnent l'amnistie et le laissent continuer à gérer Vizeg tout en lui rendant sa femme, comme ça, voilà, ça reste dans la famille Frey, etc. Mais là, en fait, il a rien gagné, il a juste fait perdre à sa famille. Donc, dans la série, c'est plutôt pas mal, parce que du coup, c'est la manière dont ça devait se passer. Si on prend les personnages, si on prend un personnage depuis le début, c'est très cohérent avec les personnalités ils nous ont été présentées. Et du coup, c'était un passage assez court. Au final, il y a peu de durée dans la série, dans la saison, pardon, mais c'est assez sympathique, je trouve. Bon, après, pour l'avenir, hein, il n'y a pas grand-chose à en espérer. Honnêtement, bon, Walder s'est fait tuer, on va voir comment ça va bouger, mais ça va sûrement y avoir une petite guerre de succession entre ses fils pour savoir qui récupère les jumeaux et Vivzeg, du coup. Mais dans l'avenir de Vivzeg, il n'y a pas grand-chose. Hein. Edmure, il va sûrement rester en prison. Il est faible, un peu de comment. Peut-être qu'il sera libéré un jour, mais sans pouvoir, sans titre, sans rang, sans rien. Enfin, bref, c'est pas là que se concentre l'intérêt de la suite. Honnêtement, dedans, il n'y a pas grand-chose encore à voir à ce niveau-là autour de Vivzeg. D'autant plus que bon, encore la famille est pas tout à fait éteinte. Edmure a un fils, bon. Mais n'importe comment, la famille Tully a perdu toute forme de pouvoir. Ils ont perdu leur fief ancestral, c'est fini pour eux. Donc bon, pas grand-chose de plus à dire à ce niveau-là. Et maintenant, nous allons passer à une autre grande famille de Westeros, c'est-à-dire les Arryn. Alors bon, pas grand-chose pareil à ce niveau-là. On voit que Littlefinger a une très forte emprise sur Robin Arryn. En fait, c'est Littlefinger, le seigneur du Val, clairement. Il n'y a pas moyen de dire autre chose. Il arrive même à manipuler Waymar Royce. Je crois que c'est Royce. Le gros là qui est très proche des Arryn, tout simplement parce que s'il fait pas ce qu'il veut, il se fait tuer, exécuté par son suzerain. Donc au final, chevalier du Val, c'est vraiment quelque chose que je trouve très étrange. C'est des chevaliers, bon, ou un seigneur qui le suit aveuglément, même si leur seigneur n'est pas digne. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. C'est peut-être aussi dans les, c'est pas un truc qui est très, c'est pas une part de Westeros qui est très développée dans la série, peut-être dans le livre, je sais pas. Je me suis arrêté au 3e tome, donc je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, c'est pas très développé, donc si ça se trouve, c'est aussi des coutumes particulières, une histoire qui fait que, dans l'occurrence, ils ont un seigneur très faible. En gros, leur seigneur, c'est Littlefinger, un personnage que j'adore, qui commence vraiment à prendre de plus en plus d'ampleur, à se rapprocher du trône de fer.
il a clairement affiché ses ambitions à Sansa, et c'est clairement ce qui peut permettre d'avancer énormément dans la série. Vraiment un personnage que j'apprécie beaucoup, parce qu'en plus il est parti de rien, c'est vraiment un ambitieux qui arrive au sommet. C'est vraiment presque il vit presque le rêve américain en fait, mais dans Westeros, et c'est vraiment assez extraordinaire. Et au final, il est lord du seigneur du Val au final, puisque Robin n'a aucun pouvoir, et puis limite il pourrait lui prendre le titre sans trop de problèmes. Quoique, bon, admettons, il va lui laisser le titre n'importe comment, je le vois bien. Non, je le vois pas finir sur le trône d'affaires, je vous expliquerai pourquoi, parce que j'ai une fin en tête qui est peut-être pas la bonne, hein, je dis pas qu'elle est absolue, mais qui semble se profiler quand même assez grandement, dont je vous ai plusieurs fois parlé d'ailleurs pendant cette vidéo. Ce sera à la fin, ça. À la fin, c'est logique. Donc Littlefinger, ouais, vraiment un personnage très intéressant. Dur de prévoir ce qu'il va devenir. Je pense qu'il va réussir à monter Sansa contre Jon et à la faire devenir Queen in the North. Peut-être pas, je sais pas. Réellement, je sais pas. C'est un personnage qui est tellement imprévisible et qui a tellement de possibilités que c'est très dur de prévoir. Pareil, il me semble que je vous ai parlé déjà de la théorie comme quoi, en fait, le jeu des trônes, ce sont entre Varys et Littlefinger. Et là, Littlefinger est quand même plutôt bien parti pour accéder au trône, hein. On va pas se le cacher. Il a la main mise sur le Val, il pourrait relativement sans trop de problèmes réussir à avoir le Nord pour lui. Pour Dorne, ce serait plus compliqué. Enfin, le Nord pour lui, je dis ça, le donner à Sansa et du coup il serait allié et il pourrait l'unir à son royaume. Rappelons que les terres de l'orage, fief des Baratheons, ben, n'ont plus de seigneur, donc au final ça fait un adversaire en moins. Le Bif, les Tyrell sont terminés, Olenna il reste, mais Olenna je la vois pas vivre encore longtemps, elle est quand même assez vieille comme personnage. Donc voilà, il a un peu un boulevard, un corridor ouvert pour régner sur cette couronne, et c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment un personnage que j'apprécie, même si c'est un peu un méchant de la série, mais c'est pareil, Ramsay Bolton par exemple, j'apprécie ce personnage. C'est un méchant, mais il est génial, c'est un méchant génial. C'est pas comme Ramsay que Joffrey, pardon, je ne supportais pas parce que c'était un peu le gamin pourri gâté, mais Ramsay, il est génial. En plus, il y a une histoire qui est développée, on comprend à peu près qu'il a beaucoup souffert de son titre entre guillemets de bâtard. Non, c'est vraiment un personnage intéressant que j'apprécie beaucoup. Après, donc voilà, on va passer au nord du coup, puisqu'on parle de Ramsay. Déjà, très intéressant, je crois que c'est dans cette saison qu'il tue son père. Alors déjà, ça c'est génial, c'est exceptionnel. C'est voilà, il arrive, il tue son père, hop, il prend le titre. Ni vu ni connu, il a été tué par nos ennemis, envoyez ça, hop, c'est bon, c'est fini, je suis gouverneur du Nord. En même temps, c'était pas non plus très imprévisible. C'était quand même assez... Enfin, on pouvait l'imaginer assez facilement. Mais le fait qu'il le fasse aussi rapidement, à un moment où on s'y attend pas forcément, c'était vraiment cool. Après, on voit que les seigneurs du Nord s'allient à lui. Bon, en même temps, ça paraît compréhensible, ils ont plus trop d'opportunités. Le dernier roi du Nord qu'ils ont suivi, il les a conduits un peu à la défaite, au général. Tout ça parce à cause d'un intérêt personnel. Donc les Stark, c'est un peu du passé pour eux. Lord Karstark a été décapité, donc les Karstark déjà pour eux, les Stark, il faut même plus en parler. Ben, il y a vraiment des choses qui font que les Seigneurs du Nord sont alliés à eux, surtout qu'il y a les Sauvageons qui sont passés, et Rési, voyez-vous. Donc c'est vraiment... Enfin, c'est logique. C'est logique. Bon, comme vous le savez, Ramsay est mort. Les Seigneurs du Nord sera alliés autour des Stars. Bon, c'est un peu c'est pareil, de même c'est logique, on s'allie toujours. Enfin, en général, les gens s'allient au plus fort, ils vont pas s'allier à personne. Ils restent dans leur coin en disant non, je vous reconnais pas. Donc voilà. Dans le Nord, sur tout ce qui se passe, ben voilà. On va partir à la garde de nuit. Jon Snow qui se fait tuer à la fin de la saison 5. Début de la saison 6, il est ressuscité. J'étais dégoûté parce qu'en fait, la scène où il meurt est tellement forte. Et là, ils arrivent, ils la balayent. Avec une facilité. En plus, ça semble tellement fan service, d'autant plus que derrière, ou avant même, ils nous montrent que Mélisandre, en fait, 150 ans, un peu comme pour dire, ah, regardez, on fait pas du fan service. En fait, vous vouliez la voir à poil, et ben, c'est une vieille. Ben là, non. Juste derrière, ils enchaînent avec un fan service tellement puissant qu'on a presque l'impression que Mélisandre, c'était un peu pour contrebalancer, pour dire, ben, regardez, voilà, on fait pas trop de fan service, bon, on va faire un truc de fou, mais sinon, on fait pas trop de fan service. Honnêtement, avec du recul, je le vois comme ça, parce que le fait que Mélisandre ait 250 ans, là, ça n'a rien apporté au scénario. Ça n'a rien apporté. Il n'y a pas eu de choses autour de ça, rien du tout.
Nada, ça a même pas développé sa personnalité parce qu'au final, qu'elle ait 150 ans ou moins, on s'en fout. On savait qu'elle était très intelligente et très cultivée, donc enfin, très sage, peut-être pas sage, mais expérimentée. Enfin voilà, c'était assez. On avait déjà le personnage comme quelqu'un qui n'a pas totalement l'âge qu'elle paraît avoir. Et là, honnêtement, ça n'a vraiment rien apporté du tout. Donc je l'ai plutôt considéré comme un peu un truc gamin du style fanservice, anti-fanservice, voilà. Juste avant pour dire ouais regardez, nous les fans on s'en fout, on fait ce qui nous plaît. Ben non. Pour moi la mort de Jon Snow, enfin la résurrection de Jon Snow c'était du fanservice. Surtout que admettons, c'est un intérêt pour l'histoire parce qu'il y a la bataille des bâtards derrière. Mais la bataille des bâtards, il aurait dû mourir 150 fois. Quand il se fait piétiner, quand il se fait sauver une extrémiste parce que voilà, il est bien placé au bon moment, il se prend pas la première salve de lance alors qu'il était en tête de l'armée. Quand il se prend aucune flèche, bon, à un moment je veux bien, mais faut arrêter. Quand il y a une volée de flèches et qu'il arrive à toutes les esquiver en mode ninja sans même bouger, oui, donc du coup c'est pas en mode ninja, mais en mode chanceux. Bon, faut pas déconner, à un certain niveau, je veux bien que Relor il soit puissant, mais quand même. Donc la bataille des bâtards pour moi, ça aurait été excellent, voire même mieux que s'il avait pas du tout été ressuscité, s'il était mort à la bataille des bâtards. Pareil, quand il va voir Ramsay comme un teubé essaie de le tuer avec un arc alors qu'il est à 5 mètres avec un bouclier. Bon, excusez-moi, mais Ramsay c'est quand même un personnage qui est censé être intelligent, être un grand guerrier, parce qu'il a quand même affronté les Greyjoy sans trop de soucis. Enfin, les Ferney, pardon. Les Ferney sans trop de soucis, et Yara notamment. Donc c'est censé être un bon guerrier, intelligent, qui ne perd pas son sang-froid. Et là, bah, Jon Snow arrive, il se laisse faire, il se fait taper, il se fait détruire, il se fait déchirer. Sans même essayer de le tuer en traître. Tout méchant aurait sorti un couteau et l'aurait poignardé pendant qu'il se battait, ou quand Jon Snow le toisait de haut, etc. Non, lui, il a juste attendu, se laisser faire, il a essayé de se battre vite fait, hein, parce qu'il faut pas trop déconner. Honnêtement, j'étais vraiment très très déçu. Je trouve que ça n'apporte rien. Surtout que Jon Snow, King of the North, c'est pas cohérent. D'accord, il y a Yana Mormont, un personnage excellent d'ailleurs, le nouveau Chuck Norris hein, sur internet. Yana Mormont, vraiment une grande réussite. Yana Mormont dit c'est un bâtard, je m'en fous. Alors que pour elle, ça aurait été bien plus cohérent si elle avait dit c'est une femme, je m'en fous, prenez soin de ça. Alors je suis peut-être pas optimiste, peut-être pas objectif, parce que pour moi Sansa devait arriver sur le trône du Nord, ça semblait, c'était une logique dans la continuité. Et là, je suis vraiment déçu de voir Jon à cette place parce que d'abord, ça correspond pas du tout à sa personnalité. Il a toujours été mis à l'écart. Il était là en fait pour briller dans l'ombre. Oui, littéralement briller dans l'ombre. Ça peut paraître un peu incohérent, c'est presque un oxymore, mais il était là pour devenir Lord Commandant de la Garde de Nuit. Voilà, ça c'était quelque chose qui lui allait à merveille. Et là, il se retrouve roi du Nord en étant un bâtard dont on connaît pas vraiment les parents. Enfin, si du coup on connaît les parents. Bon, c'est une théorie qui se confirme, mais qui était logique en soi. C'était, enfin, il y avait tellement de preuves qui étayaient cette théorie il y avait plus de doute là-dessus. Mais il a aucune légitimité, quoi. Et c'est ça qui me dérange, c'est que surtout que dans Game of Thrones, ils ont bien montré que les femmes pouvaient arriver au pouvoir entre Daenerys, Yara, Ellaria Sand. Bon, elle est une bâtarde aussi, d'accord, admettons. Mais Dorne, c'est pas pareil. Dorne, c'est totalement différent. Et dans le Nord, c'est pas la mentalité de Dorne. C'est pas les bâtards, on s'en fout. Non, c'est d'abord les fils de seigneur, ensuite on pense aux bâtards. Et du coup, pourquoi pas une fille de seigneur, ça aurait été intéressant. Euh, donc je suis vraiment déçu de cette partie du scénario. J'espère qu'ils vont trouver une parade pour virer Jon Snow du trône, notamment avec Littlefinger qui est en train un peu de, de s'occuper de Sansa. En fait, il est un peu en train de la transformer en reine, au final. C'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de la former presque. Il va tout faire, je pense, pour qu'elle récupère le trône du Nord. Euh, Mélisandre qui fuit, ça c'est une fait qui est exilée, je trouve que c'est un truc assez sympa. Bon, ça a développé un peu plus le personnage. Euh, Personnage très intéressant vraiment parce qu'on la sent fragile dans la saison. Et elle doute à plusieurs moments. Euh, Elle regrette ce qu'elle a fait. Davos le découvre, Davos l'a fait exiler et au final, enfin, c'est plus compliqué que ça à amener. Davos c'est très intéressant aussi parce qu'il a retrouvé un Stannis en fait. En Jon, il a retrouvé un Stannis. Peut-être pour ça aussi qu'il est roi du Nord parce que c'est quand il allait voir Lyanna Mormont, il a plus présenté Jon que Sansa.
Mais vraiment, ça me dérange vraiment que Jon soit roi du Nord, en fait. C'est pas du tout... Non, ça me dérange vraiment. Mais bon, après, c'est mon avis personnel, et si ça se trouve, c'est pour le mieux au niveau du scénario, mais vraiment, moi, j'aime pas ça. Vraiment, ça me satisfait pas du tout. Ensuite, la mort de Rickon. Voilà, ça, c'est aussi un truc dans la bataille des bâtards. ils s- J'ai l'impression que les scénaristes sont regroupés, se sont dit, bon les mecs, faut qu'on tue quelqu'un, mais on touche pas à John, il plaît trop aux fans. Du coup, qui on tue? Alors ils sont allés chercher un petit personnage qui servait à rien. Ils se sont dit, ah ben Rickon, c'est vrai, on l'a pas présenté. C'est un Stark, donc les gens ils vont pas être contents. Bon, il sert à rien, ok, mais c'est pas grave, on tue son loup, on le tue après, on tue au chat, allez hop, c'est fini. C'est pas du tout un personnage qu'on n'a pas vu depuis 3 saisons, quoi. Donc ouais, non, vraiment, ça j'ai l'impression que c'est aussi du mode, bon, faut qu'on tue quelqu'un, on tue quelqu'un au pif. Alors quand tu en John, c'était juste parfait, quoi. Mais bon, voilà, on va pas, je vais pas non plus revenir dessus pendant 107 ans. Tormund, Tormund, dans Les Amis de John. Tormund, excellent, la love story avec Brienne, c'est vraiment génial. Je crois que tout le monde a été été plié en deux en voyant ça, c'est génial, ça par contre, c'est une idée géniale. Tormund et Brienne et Lyanna Mormont, c'est vraiment des éléments de cette série, de cette saison, qui sont vraiment exceptionnels. Et normalement, bon, elle a fait un buzz sur le net, c'est vraiment devenu la nouvelle Chuck Norris en même temps. Elle a 10 ans, elle est badass, quoi, elle est encore plus badass qu'Arya, et c'est pas peu dire. Donc vraiment, ça c'est cool. Notamment le Tormund et Brienne, Tormund, la manière dont il la regarde et tout, c'est vraiment sympathique. Brienne, on se demande avec qui elle va finir, avec Jaime ou avec Tormund. Je sais pas, mais honnêtement, j'ai vraiment bien aimé cette partie. Après Sansa a évolué au départ, elle s'est un peu rebellée, elle a commencé à réfléchir. C'est elle qui a gagné la bataille des bâtards au final. C'est la bataille des bâtards, mais c'est elle qui l'a gagnée. Euh, Elle s'est émancipée de Ramsay en fait en le tuant. Elle a vraiment détruit toute la part qu'il avait en elle. Donc elle redevient la Sansa d'avant, mais en plus fort. Elle est beaucoup plus forte qu'avant. Et en fait, le fait qu'elle ait été mariée à Ramsay, c'est vraiment quelque chose de bien pour elle. Parce qu'au final, elle se renforce et elle devient vraiment forte. Et c'est pour ça que je la vois bien encore plus qu'avant arriver au trône du Nord. Parce que maintenant, elle est même complice avec Littlefinger. Et elle commence à comprendre que, enfin, j'ai l'impression, les gros plans sur elle qu'on voyait, moi j'avais l'impression qu'elle avait vraiment compris que John lui avait un peu volé sa place. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu sur les gros plans quand on voyait sur son visage, quand elle regarde, notamment quand elle jette un coup d'œil à Littlefinger. Je crois que c'est la scène de fin, le King in the North, quand il crie tous King in the North ou The White Wolf, je sais plus, ou les deux. Mais bref, quand elle jette son regard à Littlefinger, je trouve que là, c'est vraiment plein de messages en fait. C'est un message très fort. Donc vraiment, je l'imagine bien se développer encore plus et s'épanouir dans le rôle d'une reine dans le futur. Et enfin, arrivons plus au nord maintenant, au nord du mur, avec l'histoire de Bran, Mira, Hodor et Benjen, même, puisqu'on retrouve Benjen. Donc d'abord, on en apprend la vérité sur les marcheurs blancs. J'étais satisfait, j'ai pas été surpris parce que j'avais déjà lu quelque chose comme ça qui semblait assez cohérent. Je trouvais ça assez sympa d'ailleurs, je trouve que c'est une explication assez sympathique. J'aime bien. Euh, bon, ça donne des prétextes pour donner les flashbacks sur Jon Snow, sur Hodor même, etc. Mais Hodor en fait c'est un prétexte pour expliquer l'histoire d'Hodor et de Jon, mais c'est plutôt bien fait je trouve. Ça nous développe la personnalité de Ned Stark. On comprend pourquoi il est comme ça maintenant, avec un duel mais magnifique. Honnêtement, le chorégraphe de ce duel est vraiment bon, parce que c'est vraiment, vraiment, pour moi, je crois que c'est le plus beau combat de la série en fait. Hein. Le Ned Stark Arthur Dayne, là, c'était vraiment beau. C'était presque une œuvre d'art. Donc, en plus, ça développe le personnage de Ned. C'est bien foutu. C'est un bon prétexte pour montrer le passé. Niveau des marcheurs blancs, bon, Bran fait une connerie comme d'habitude, personnage que je supporte de moins en moins. À cause de lui, en fait, la corneille à 3 yeux meurt. Bon, ça c'était nécessaire, je pense, pour qu'il puisse la devenir lui-même et assumer son rôle. À cause de lui, Hodor
en plus d'avoir, enfin, il a gâché la vie d'Odor, et en plus de ça, il est responsable de sa mort. Du coup, ça fait que ce personnage, je le supporte de moins en moins, mais vraiment. Normalement, c'est une très bonne explication, je trouve que c'est vraiment génial, je crois que ça a surpris tout le monde, le Hold the Door. Enfin non, j'ai vu qu'il y avait des anecdotes comme quoi il y en a qui avaient trouvé par accident, hein, sans faire exprès, en faisant des blagues ou des choses comme ça. Mais ouais non, c'est vraiment une super explication, je trouve. Et puis c'est vraiment. Enfin moi j'étais scotché, mais c'est génial. Personne n'a compris depuis le temps. Non vraiment, j'ai bien aimé ce passage, même si du coup je déteste le personnage de Bran encore plus qu'avant. Mais bon, ça c'est autre chose. Du coup, il arrive à s'échapper grâce à la mort d'Odor. D'ailleurs, ce que j'aime pas avec ça, c'est qu'il force Odor à sacrifier. C'est pas Odor qui par lui-même se sacrifie. Non, c'est Bran qui contrôle Odor et qui le tue en fait. Il le force à se sacrifier. Ça, c'est vraiment quelque chose de détestable, je trouve. Les enfants de la forêt, qui sont en fait les méchants, qui sont des gentils, etc. Bon, c'est bien. Ça rajoute encore à Game of Thrones en montrant qu'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. À la base, les méchants, c'est les hommes. Puis les enfants de la forêt font une connerie parce que nul n'est parfait. Du coup, ils créent les grands méchants, etc., mais qui sont pas vraiment des grands méchants, ils font juste ce qui est juste, et c'est un peu du iRobot, en fait. C'est genre, pour protéger la Terre, il faut tuer les humains. Parce que les humains sont dévastateurs. Bon, c'est un peu ce principe, mais transposé à une époque médiévale. C'est assez intéressant, même si c'est, du coup, déjà vu dans la science-fiction. Mais c'est vraiment, je trouve ça vraiment bien. Bien fait, bien expliqué, bien trouvé. Euh, Donc après s'être échappés, ils se font quand même rattraper. Et là, Benjen qui intervient. Alors, cette scène. Alors d'abord, on voit un gars mystérieux qui est classe, qui est badass, qui arrive avec ses flammes et tout, qui met en déroute les spectres. Parce que c'est pas les marcheurs blancs, c'est les spectres qui les rattrapent. Déjà, ça c'est classe. En plus, vous sentez, enfin, je sais pas vous, mais moi, au fur et à mesure, plus ça allait, plus je me disais, non, mais c'est pas possible, ça doit être Benjen, ça va être génial, ils vont remettre Benjen. Un personnage que pas mal de monde appréciait, il me semble. Et là, surprise, c'est Benjen. Mais vraiment très bien fait, très bien. Ils ont pas trop fait tarder la révélation. C'est une révélation qui est au final pas si incohérente que ça. C'est quand même le premier patrouilleur, donc il y a une légitimité au fait que ce soit lui qui soit sauvé par les enfants de la forêt. Non, vraiment, vraiment, vraiment bien, je trouve. J'ai vraiment kiffé ce moment. Après, il repart pour pas rester trop longtemps. Ça montre que c'est quand même. Enfin, déjà, il peut pas franchir le mur, il me semble. C'est pareil, c'est pas un personnage cheaté. Bah après, je vois pas pourquoi Bran devrait franchir le mur, c'est ça que je comprends pas trop. C'est, il est censé devenir un corneille à trois yeux. Donc pourquoi il se met pas juste dans un barral? Bon après, je me rappelle plus trop, ça fait quand même longtemps que la saison est sortie, j'avais pas le temps de faire cette vidéo avant. Surtout que vu la durée, là j'en suis déjà à 1h20, c'est énorme, donc enregistré, j'ai pas tout fait en une seule prise, donc je suis désolé si ça met un peu de temps et donc si les souvenirs ne sont pas frais. Mais il me semble qu'il veut retourner à Westeros. Mais alors, pourquoi pas juste se mettre dans un barral? Parce qu'il me semble que Benjen lui dit de retourner à Westeros et qu'il peut pas le suivre parce que lui ne peut pas franchir le mur, parce que le mur c'est pas juste de la glace, c'est aussi des sortilèges. Donc c'est assez, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il y a une chose qui me fait peur par contre, c'est que l'on tombe dans le paradoxe temporel. Alors déjà avec Odor, c'est assez. En fait, le problème, quand vous utilisez le voyage dans le temps dans le cinéma, c'est que c'est tellement impossible de se situer, de voir ce que ce serait en réalité, d'imaginer, de conceptualiser ce que c'est, que généralement vous tombez sur des paradoxes impossibles à résoudre pour nous, parce que comment voulez-vous expliquer, par exemple, Odor devient Odor parce que dans un futur où il était Odor, il se prend le Hold the Door en boucle. Et ça, comment expliquer que dans le premier passé, il ait été Odor pour qu'ensuite il puisse devenir Odor parce qu'il a été Odor. Parce que s'il n'avait pas été Odor à la base, il ne serait jamais devenu Odor dans le passé. Donc c'est vraiment paradoxal. Bon, en l'occurrence, on cherche pas à comprendre, mais j'ai peur que à l'avenir ça continue comme ça. Une théorie que j'ai vue pas mal, c'est Bran le bâtisseur, ce serait Bran Stark. Mais Bran Stark qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il reviendrait dans le passé, avec toute sa puissance magique, tout ça, et construirait le mur par lui-même, ou au moins planterait les sortilèges dans le mur. C'est une théorie intéressante, mais du coup j'ai très peur qu'en fait, en jouant trop là-dessus, on tombe sur des trucs qui ne veulent plus rien dire.
Déjà qu'Hodor, si on commence à creuser, on se dit que ça veut rien dire. Mais c'est normal, c'est impossible de comprendre, d'appréhender la conception du temps. C'est vraiment, enfin, quand on y réfléchit, c'est inconcevable parce que c'est pas une dimension qu'on maîtrise. C'est-à-dire que ce serait une sorte de quatrième dimension. Nous, on est en trois dimensions. On peut pas appréhender une quatrième dimension, c'est tout. Donc c'est vraiment particulier. Et c'est normal que ce soit pas possible d'en faire quelque chose de vraiment très cohérent. Mais du coup, voilà, cette théorie, même si elle est très cool, ça me fait un peu peur pour la suite de l'histoire. J'ai peur que ça devienne quelque chose de trop incohérent. Alors, il me semble que j'ai fait le tour. Je me suis peut-être répété plusieurs fois. C'est pas impossible, hein. Comme je l'ai dit, j'ai fait ça en plusieurs prises parce que sinon c'était trop long d'affilée, j'avais trop soif et puis j'avais plus envie non plus, hein. Je vais être honnête, hein. Au bout d'une heure, quand vous parlez devant votre micro, vous en pouvez plus. Bon, du coup, c'était pas une heure, en l'occurrence, je vais faire 50 minutes et continuer. Bref, je vais conclure par la fin que je vois arriver dans la série. Alors pour moi, la fin de la série, je vois mal déjà les White Walkers l'emporter. Maintenant, il y a trop de connaissances autour d'eux pour qu'ils puissent gagner, à mon avis, surtout qu'ils sont pas très nombreux. Au final, il y a beaucoup de spectres, mais il y a très peu de White Walkers. Euh, donc, je les vois mal gagner. En revanche, ce que je vois se profiler très clairement, c'est les femmes au pouvoir dans l'ensemble de Westeros, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. Je crois que c'est Éowyn, je sais plus comment elle s'appelle. Celle qui tue le roi sorcier d'Angmar, en fait, en disant je ne suis pas un homme, je suis une femme. Ben, je vois un peu, à peu près ça dans Game of Thrones. C'est-à-dire, l'ensemble des femmes arrivent au pouvoir et réussissent à faire ce qu'aucun homme a réussi à faire, c'est-à-dire trouver la paix, instaurer la paix, l'union, et faire que l'ensemble de Westeros combatte les White Walkers et les battent. Parce que les vaincre? Ouais, les vaincre, ça doit être correct. Bref. Pourquoi ça? Simplement parce qu'on a d'abord Daenerys, qui va probablement envahir Westeros. Maintenant, nous avons aussi Yara Greyjoy, qui sera seigneur des îles de fer si Daenerys y parvient, mais je vois mal Daenerys rater quand même, elle est trop puissante en fait pour pouvoir rater. Qui on a d'autres? On a Olenna Tyrell, bon, c'est la dernière des Tyrell, mais peut-être pas en fait, parce qu'il y a c'est vrai qu'il y a deux fils dans le livre, on verra bien. Ellaria Sand, qui est déclaré, c'est bon, seigneur de Dorne, mais il me semble qu'à la base, quand Dorne a été créé, enfin l'Ancélion a été créé, c'était aussi une femme, Nymeria, je crois qu'elle s'appelait aussi. Nymeria la concurrente, ou un truc comme ça. Donc Dorne, ça c'est cohérent que ce soit une femme au final. Mais donc ça nous fait déjà trois femmes dans trois grosses régions de Westeros. Dans le nord, pareil, je vous ai expliqué, je verrais bien Sansa Stark s'imposer. Les terres de l'orage, il n'y a plus personne. Père Dragon, il n'y a plus personne. Le bif, ben, c'est les Tyrell, donc il suffirait que ce soit, comment il s'appelle, Olenna. Bon, peut-être que ce sera plus compliqué, mais bon, le bif d'un peu de comment est très faible maintenant, donc enfin, le bif est privé de ses seigneurs, donc il est probablement très faible, très affaibli, et donc se soumettra probablement à l'autorité de Daenerys. Le Val d'Arin se soumettra probablement aussi. Sinon, oui, éventuellement, ce serait la seule région où on verra un homme, tous derrière Littlefinger. Bah, les Tully sont exterminés, hein, on va dire les choses comme elles sont. Les Frey peut-être, les Frey, mais les Frey ça a jamais été une grande famille. Donc au final, la plupart des régions qui ont été les plus résistantes et les plus opposées farouchement à la couronne globale, c'est-à-dire le Nord, les îles de Fer et Dorne, ben, sont les régions où il y a le plus de chances que ce soit une femme qui règne. Donc du coup, je vois bien en fait, Game of Thrones s'est terminé par le règne uniquement des femmes. Bon, bah, il serait peut-être temps de se rebeller, hein. On va tous être derrière Littlefinger maintenant, hein, je crois. Non, mais vraiment, Littlefinger a une carte à jouer, mais je le vois, je pense pas qu'il puisse s'en tirer face à Daenerys, en fait. Donc voilà, c'est la fin que j'envisage. Peut-être que je me trompe, que je suis totalement à côté de la plaque, mais vu ce qui s'est passé dans la saison, ça paraîtrait pas si incohérent que ça, surtout qu'en homme fort, il nous reste qui? Il nous reste Tyrion, mais qui est derrière Daenerys, Varys qui est aussi derrière Daenerys, Jaime éventuellement, mais j'ai du mal à y croire. Cersei est une femme, mais je la vois. En fait, Cersei, je l'ai pas inclus dans ma théorie parce que je la vois mal tenir face à Daenerys, je la vois plutôt mourir. Donc je l'ai pas inclus dans la théorie, dans cette théorie. Homme fort, il nous reste Jon Snow, mais pareil, c'est un bâtard. Et puis il y a Lyanna Mormont, c'est elle la patronne, n'importe comment, tout le monde le sait. Homme fort, bah, peut-être les fils Tyrell, mais ils sont pas si forts que ça dans la série. Walder Frey est mort. Donc voilà. Voilà la fin que j'envisage. J'attends tous vos avis dans les commentaires.
Je vous remercie d'abord d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être pas jusqu'au bout, je pense que je vais essayer de mettre des marqueurs dans les commentaires pour que vous puissiez aller voir les parties qui vous intéressent le plus. Donc j'attends vos commentaires, vos avis. Je suis désolé parce que la vidéo est très longue. Euh, J'aurais probablement dû écrire ce que j'avais à dire, mais j'ai beaucoup de mal en fait à écrire une vidéo avant de la tourner. Donc je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à me donner vos avis, même si c'est des critiques négatives. Tant que c'est construit, honnêtement, c'est très intéressant à lire. Vos avis sur la saison aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vos théories à vous. Et puis, je vous invite à laisser un j'aime si ça vous a plu. Un j'aime pas si ça vous a pas plu. Écoutez, je vais pas faire difficile. Tant qu'il y a de la réaction, ça me va. Merci à tous et au revoir.